Donc, comme première question, j'aimerais me référer au titre de votre volume, en fait, du sous-titre du volume Métaphores et trompe-l'œil de l'économie. Vous semblez, en fait, vous dénoncez assez clairement cet abus de langage-là et ce qui rend curieux à vous entendre pourquoi avoir choisi ce problème-là, c'est surtout de la part d'un économiste de s'attaquer à des abus langagiers et de communication de façon écrite. Ça soulève les interrogations. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur votre choix de s'attaquer à une œuvre comme celle-là. Dans un premier temps, je pense que je voulais m'attaquer à ce qui me semble être un problème, ou à tout le moins un enjeu assez important dans la société, c'est-à-dire que le discours économique, pas seulement celui des économistes, mais le discours économique est omniprésent. Hein? Il suffit d'ouvrir la radio ou la télé ou un journal ou n'importe quelle publication sur le web pour voir combien les nouvelles, les informations économiques sont omniprésentes. Hein? Si on compare, par exemple, à, je sais pas moi, euh, à l'astronomie, à la physique, à l'anthropologie, à n'importe quelle discipline, l'économie prend beaucoup, beaucoup de place dans les médias. Donc, on doit être très critique et l'observer de façon très sévère, je pense, parce qu'elle est omniprésente. Deuxièmement, elle est omniprésente et elle est omniprésente aussi dans les sphères de pouvoir, cette parole économique. Hein? Les économistes comme moi, mais pas comme moi justement, mais mes confrères et mes consoeurs, sont très, très présents auprès des gouvernements, dans les ministères, proches du premier ministre, ainsi de suite, et donc ont une influence immense dans le cours des choses qui nous affectent nous-mêmes. Et troisièmement, donc découlant des deux premiers points, on recourt dans ce discours-là de façon assez abusive, à mon sens, de métaphores. Je ne dis pas, bien sûr, que les métaphores, c'est le mal en soi. On en utilise tous et toutes, que ce soit comme professeur, que ce soit comme parent avec les enfants. On a besoin d'images pour illustrer, pour faire passer un message. Mais, et on reviendra bien sûr là, tout au long la discussion, pour moi, les métaphores économiques sont perverses ou deviennent perverses en ce qu'elles amènent un paquet de malversations, par exemple, et essentiellement, on en fait comme une espèce comment dire, de naturalisation de l'économie. Quand on dit, là, je vais y revenir encore une fois, là, mais quand on dit le marché boursier est inquiet, le marché boursier est rassuré. Ça, c'est une métaphore. Le marché, là, c'est pas un humain, là, c'est pas un animal non plus. Là. Il n'est pas inquiet, il n'est pas rassuré. On utilise une métaphore, ce qui est correct pour illustrer un phénomène quelconque, mais on fait, dans ce cas-ci, du marché un être qui semble détaché de notre volonté ou de notre possibilité d'en faire quoi que ce soit, de l'influencer. Et c'est ça un peu que je dénonce dans ce livre-là. D'accord. D'ailleurs, vous avez parlé anthropologie, sociologie, la présence finalement de l'économiste dans les médias. Vous en faites mention dans votre volume que euh, vous vous sentiez un petit peu comme l'intrus dans la discipline jusqu'au jour où vous vous êtes rendu compte de l'impact que vous pourriez avoir par votre choix d'orientation de carrière. Donc, ce que je crois comprendre, c'est que vous avez modelé à l'aide des concepts mentaux que vous avez développés autour de l'économie, vous avez modelé une action terrain qui est particulière à la philosophie que vous souhaitez défendre. Est-ce que j'ai bien interprété ce que vous avez voulu dire? Ben, j'ai essayé très, très, très modestement. J'ai eu la chance, le privilège, en fait, d'être présent dans les médias depuis 25 ans, euh, de faire passer des messages qui sont un peu plus nuancés, qui sont pas ceux de la vérité. Parce que c'est ça que je dénonce, dans le fond. Hein. Je ne cachera pas, là, c'est la discipline qui est la mienne. Elle est importante. Je la pratique depuis longtemps, je l'ai étudiée longtemps, mais en même temps, elle n'est pas porteuse de vérité et elle doit être beaucoup plus modeste que ce qu'on la présente. Et c'est un peu ce que j'ai cherché à faire dans les médias. C'est-à-dire, oui, c'est super important l'économie parce que c'est des pertes d'emploi,
de notre mère, de notre frère, de notre fille. C'est des catastrophes humaines que sont les hauts et les bas de l'économie. Donc, il faut s'y intéresser, il faut étudier ces phénomènes-là, bien évidemment. Mais en même temps, on présente beaucoup trop le discours économique comme un discours de vérité. C'est ça que, c'est ça que je combats, entre guillemets, là, depuis des années. C'est dire, attention, soyons modestes, on n'a pas toutes les réponses. Et surtout, comme économistes, on n'a pas toutes les réponses sur des phénomènes économiques. Il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des politiciens, il y a des politologues, je distingue les deux, qui peuvent avoir des réponses intéressantes et importantes sur ces questions-là. On n'a pas le monopole de la vérité comme économiste. C'est un peu mon petit cheval de bataille, en quelque sorte. Écoutez, on s'est, lors de notre discussion, on s'était entendu pour orienter la discussion autour de deux chapitres de votre essai, parce que justement, lorsqu'on parlait, on se disait, c'est déjà deux chapitres, on pourrait passer plusieurs heures sur celui-là. Donc, je commencerai déjà d'emblée à rentrer sur le premier sujet qu'on avait retenu ensemble, à savoir la dictature quantitativiste mathématique, qui est un des titres de votre chapitre. Je voyage entre le vote et le tu. Hein? C'est correct. Notre relation est récente. La première question que j'aurais le goût de te poser, c'est en quoi les mathématiques ne sont pas une finalité dans l'analyse des problèmes contemporains? Tu as commencé à l'aborder en disant il y a des vérités, mais ce n'est pas une vérité en soi, la mathématique, l'économie, pardon. Là-dessus, il faut distinguer deux choses très importantes. D'une part, il y a la quantité, le désir de quantifier les choses, hein? Donc de mettre des chiffres. Il y a tant d'heures dépensées à faire tant de choses. À un moment donné, il faut avoir des chiffres. Et il y a en économie, dans la discipline que je pratique, un usage de la mathématique. Et donc, il n'y a pas juste les chiffres, là, qui est des modèles mathématiques très élaborés, souvent très sophistiqués, ainsi de suite. Et les deux posent problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser ni l'un ni l'autre, mais les deux posent problème. Le premier pose problème, et on va en reparler là, dans les prochaines minutes, l'aspect de tout quantifier. Tout quantifier oblitère beaucoup d'aspects de notre vie. Hein? Si je dis, moi, présentement, j'ai 50 ans. Moi, je te dis ça, j'ai 50 ans, Stéphane. Ça veut dire quoi, j'ai 50 ans? C'est un fait réel. J'ai 50 ans. Ça ne dit pas si je suis en santé, si je suis heureux, si je suis en sécurité, ainsi de suite. C'est une donnée importante de savoir que j'ai 50 ans, mais elle n'est pas suffisante. Donc, toujours la mettre en perspective, cette donnée quantitative. Deuxièmement, le fait que ma discipline, l'économie, soit très mathématisée. Hein? Si vous voyez n'importe quel article de revue scientifique universitaire d'économie publié cette semaine, c'est des équations à n'en plus finir. Hein? C'est des modèles. Il n'y a rien de mal là-dedans. Les mathématiques, c'est comme le français, le latin ou le chinois, c'est une langue. Mais ça a l'air sérieux. Ça a l'air important. Comme dans le premier cas, quand on donne un chiffre, là, c'est solide. J'ai 50 ans. Ça, je peux m'accrocher après ça, m'accrocher au fait que je sois heureux ou en sécurité. Ça, on a moins de prise sur ce discours-là. Alors que de dire j'ai 50 ans, ça, c'est du solide. Même chose avec une démonstration mathématique, un modèle très élégant. On a l'impression que c'est plus solide. Dans les deux cas, moi, ce que je dis, c'est méfions-nous, on a besoin d'autres choses comme compréhension humaine pour avoir accès au réel. Dis-moi une chose, Yannick, est-ce que j'interpréterais de la bonne façon à dire que si je m'accroche au fait que tu as 50 ans, je m'accroche qu'à une surface de qui est Yannick? Ben, exactement, c'est ce que je dis. C'est ça manque de profondeur. Hein? C'est un fait qui est juste, c'est pas faux, là. C'est une réalité, mais ça ne reflète que peu de ce que je suis. Et là, on va oublier mon cas personnel, là, puis ma cinquantaine. C'est qu'en économie, c'est souvent ça le cas. On va dire le taux de chômage est de 5,7 %.
le produit intérieur brut a augmenté de 3,2 ainsi de suite. Tu sais, et on oublie derrière ça ce que ça représente en termes de, par exemple, de souffrance humaine, d'inégalité sociale, ainsi de suite. C'est on se repose sur des chiffres qui, euh, qui sont très importants, qu'on doit comprendre, et qu'on comprend très mal d'ailleurs, mais qui ne reflètent pas l'ensemble de la réalité. Et, et à cause de la vitesse de la dissémination de l'information, pardon, surtout dans les médias, ben, on s'accroche à deux, trois chiffres, puis on ne va pas creuser ce qui est en Bon, dessous de ça. écoute, je vais attaquer indirectement ta discipline en reprenant au vol ce que tu viens de mentionner, c'est-à-dire, tu dis, on comprend très mal ces chiffres-là, par exemple, le chômage, le produit intérieur brut, le salaire moyen, etc. Mais en même temps, j'aurais le goût de vous accuser d'un hermétisme dans votre façon de parler et dans la façon de présenter votre preuve. Tu parlais des calculs mathématiques tout à l'heure. Dans vos calculs mathématiques, c'est pas quelqu'un qui est un non-initié qui peut réussir à comprendre votre langage. Je dirais, d'une part, tu as raison, hein, parce que j'aimerais qu'on sépare cette question-là du rôle de l'économiste dans les médias, qui est un rôle politique, social, etc., du langage. Donc, nous, comme économistes, on a un langage qui est codifié, comme dans toutes les disciplines. Hein. Si tu es sociologue, astronome, biologiste, etc., tu as des références, ainsi de suite. Donc, un peu, c'est inévitable que dans chacune de nos disciplines, on ait des références. Je veux dire, un comptable va parler du profit avant impôt, puis ça va vouloir dire quelque chose de très précis. C'est important que ça dise quelque chose de très précis. Et moi, comme économiste, quand je te parle de taux de chômage, ça veut dire quelque chose de très précis. En revanche, quand c'est sur la place publique, quand c'est dans les médias et que c'est repris ou transformé par des commentateurs et surtout par des porteurs de parole lobbyistes, disons ça comme ça, et là où on fait, peut-être pas dire n'importe quoi aux chiffres, mais on les manipule ou on les présente de façon plus ou moins euh, dramatique, au sens théâtral du terme, là, ça pose problème. Je vais donner un exemple bien simple. Le taux de chômage en décembre dernier, c'est les derniers chiffres, ça sort à chaque mois pour le mois et demi précédent, était précisément de 6,7 au Québec. Alors, on sort ça dans les médias. Les journalistes économiques interviewent des gens comme moi, des économistes, ils disent oui, qu'est-ce que vous pensez, M. Mercil? 6,7 est-ce que c'est grave ou non? Et là, moi, je vais vous dire que ben, on a perdu 16 800 emplois au Québec, selon Statistique Canada, en décembre. Là, tu me dis, Stéphane, tu me dis 16 800 emplois. C'est 16 800, potentiellement 16 800 familles qui sont touchées par ça. Et là, moi, je te dis, ben, la marge d'erreur de ce chiffre-là, de cette donnée statistique-là, est de 38 000. Là, je viens de te dire, c'est 16 800. La marge d'erreur est quasiment du double. Ça veut dire que potentiellement, on a peut-être perdu 54 800 emplois, puis on a peut-être gagné 21 000. Mais moi, comme économiste, moi, comme journaliste, moi, comme commentateur, je vais te dire, c'est moins 16 800. Et ça, c'est précisément 6,7 de chômage. Et là, on présente ça comme une vérité. On te dit, voici ce qui est le réel, puis on oublie complètement d'interpréter ces chiffres-là, d'où ça vient, c'est quoi la source des données, comment on l'interprète, comment on la manipule, cette donnée-là. Et c'est là où ça devient un peu, comment je dirais-je, pour répondre à la question du départ, très dangereux. Tu sais, c'est donner du pouvoir à celles et ceux qui manipulent ces chiffres-là, puis le citoyen ou la citoyenne lambda écoute ça ou regarde ou lit ça, puis dit ouais, ça va pas bien si on dit que ça va bien, ou ça va bien si on dit que ça va bien. Et ça, c'est problématique. Écoute, en lisant ton livre, puis je reprends tes propos, j'ai eu un sentiment d'inquiétude parce que quand tu commences ton livre, là, ton chapitre, je te cite, avant que le journaliste économique Gérald Filion n'entre en ondes pour sa chronique quotidienne d'après-midi à la radio de Radio-Canada à Montréal,
On l'entend répéter dans un petit montage sonore, c'est important de sortir les chiffres avec l'accent tonique posé sur le mot chiffre. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une part de vérité, mais s'ils ne sont pas interprétés avec une décision volontaire d'éduquer la population adéquatement, est-ce qu'il n'y a pas justement ce danger-là de faire de l'objet qu'est l'économie un objet politique dogmatique plutôt qu'un objet politique éducationnel? Mais absolument. Et je pense que c'est la trame de fond de mon petit livre. C'est un peu ça. Et là, on peut donner l'absolution à Gérald de Fillon, qui m'a souvent interviewé. Je pense que lui, il fait justement cet effort de mettre en perspective ces trucs-là. Mais cette dictature quantitativiste que je dénonce, c'est justement quand on n'arrive pas à la mettre en perspective. C'est quand tu dis qu'il y a 6,7 % de chômage au Canada. D'abord, il faudrait comprendre ce que ça veut dire le chômage. Et 95 % des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Être chômeur, c'est pas juste pas avoir de job, c'est pas encore moins recevoir de l'assurance emploi. Il y a une définition bien précise de ce concept-là, qui est celle de ma discipline. Mais on ne l'explique pas. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est, à mon sens, et ce que Gérald et d'autres journalistes font, c'est il faut le mettre en perspective. Il faut nourrir cette quantité-là, ce chiffre-là d'humanité. Hein? Euh, Quand il y a un chômeur ou une chômeuse de plus dans la société, c'est une famille qui souffre de plus. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça peut paraître un peu enfantin ou bon enfant, des blablabla, une personne qui souffre. Mais non, c'est ça la réalité. Et il faut ramener ça comme dans le discours économique. Puis encore une fois, il faut enlever ça des économistes comme moi. Là. C'est qu'est-ce que ça veut dire le taux de chômage qui augmente? Qu'est-ce que ça veut dire la décroissance ou la croissance? Là? On l'a vécu là, depuis un an avec la COVID. Là, hein? L'économie s'est effondrée par plein de grands pans. Il y a des entreprises qui ont été obligés de fermer, puis ça continue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste des chiffres. C'est des liens sociaux, c'est un tissu social, c'est même des relations politiques qui ont des impacts importants quand elles font naître, je ne sais pas moi, des théories du complot, des craintes profondes sur nos liens interpersonnels et intersociaux. C'est ça mon but, c'est de ramener ça à un ensemble un peu plus grand et ne pas se fier aux chiffres qui, pas vrai qu'ils ne veulent pas rien dire, mais ils sont incomplets. Ben, écoute, ça me permet justement d'utiliser l'exemple que tu as pris pour dire l'économie finalement a des impacts particuliers. Au-delà du chiffre, il y a des impacts sur des individus. Dans ton volume, tu traites la notion des classes sociales d'une façon quand même assez importante. On sait tous et toutes que les classes sociales sont une construction sociale à la base. En quoi l'économie, justement, peut servir à détourner l'objet en vue justement de segmenter encore plus ces classes sociales-là, et de quelle façon elle s'y prend par le biais des chiffres pour maintenir ces classes sociales-là. Les maintenir, je ne suis pas certain, mais c'est probablement le cas. Mais c'est surtout qu'on... Et en même temps, je te dirais que c'est correct comme économiste, on évacue un peu la dimension, beaucoup la dimension politique, comme je viens de le dire. Alors, on se ramène à des analyses qui sont les plus factuelles possibles. Donc, quand on parle, par exemple, de classe sociale, c'est un langage qui est inexistant pour un économiste standard. Hein. En classe sociale, on ne parle pas de ça. On va parler de tranches de revenus, de tranches de patrimoine, hein, le premier quartile, le deuxième quartile, ainsi de suite, de revenus ou de patrimoine. Mais là où ça devient vicieux, ce que je dénonce, c'est que ces calculs-là qui sont tout à fait rationnels et corrects, là, il n'y a aucune perversion intellectuelle, en évacuant l'aspect politique et social, ben justement, on se réduit à une petite chose qui est
des tranches de revenus, par exemple. Hein? Et donc là, quand on parle de classe moyenne, on va dire c'est entre 35 000 puis 65 000. Je dis n'importe quoi, ça change d'un auteur et d'une autrice à l'autre, d'une analyse à l'autre et d'un camp d'analyse à l'autre. Mais on va mettre des bornes. Et puis là, admettons qu'on met la borne la plus basse, c'est 35 000 tu gagnes 34 000 et plus dans la classe moyenne. L'année d'après, ouf, tu redeviens dans la classe moyenne. Voyons, ça veut rien dire, là. C'est ça, la classe moyenne. C'est la possibilité de t'épanouir, c'est la possibilité d'envoyer tes enfants à l'école, d'avoir des livres à la maison, je ne sais trop, là, tu sais. Donc, le rapport au quantitatif évacue trop de choses. Et surtout, c'est l'obsession dans le discours économique médiatisé, c'est ce recours dont tu viens de parler à la moyenne, hein, qui est complètement absurde. Une moyenne, ça veut en général rien dire. Hein. Si j'ai un plat d'eau glacée et à gauche, un second plat d'eau glacée, d'eau chaude, presque bouillante à droite, je mets mes deux mains dedans, ma main gauche est complètement glacée, a très froid, ma main gauche va probablement brûler. Mais en moyenne, ils sont en température pièce. Ça veut rien dire, cette moyenne-là. Hein? Je Ça veut rien comprends. dire. C'est caricatural, je sais bien, là, puis tout le monde sait ça. Mais on abuse de ce genre de concept-là tout le temps dans les médias en parlant de revenus moyens, de classe moyenne, de je ne sais pas quoi de moyen. Mais Yannick, je comprends. C'est drôle parce que tu as utilisé la métaphore de l'eau pour illustrer ton propos. Puis moi, je vais te ramener sur quelque chose de très administratif parce que les gens qui sont présents actuellement, ils ont à gérer puis utilisent entre autres la notion du salaire moyen, entre autres, Oui. pour justifier que le travailleur ou la travailleuse est dans des positions adéquates, puisque si on le compare au marché, bien, regarde, tu dois être content là, du salaire qu'on t'offre. Et pour nous, citoyens qui ne sommes pas économistes, ça nous donne une espèce de repère. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce repère-là, en fait, ne serait, d'ailleurs, je vais te citer encore une deuxième fois, les statistiques apportent les statistiques apportent une illusoire précision au discours politique et économique. Donc, je pourrais extensionner ça. Les statistiques apportent une illusoire précision au discours du patronat. Ouf, ben, du patronat ou des syndicats, je dis, peu importe. C'est juste qu'on va choisir la précision, et c'est ce terme qui est important, là. On va choisir la précision qui fait notre affaire. Par exemple, je parlais tantôt du taux de chômage en disant 6,7 Ça se peut qu'il soit à 7,2 mais ça a l'air sérieux de dire 6,7 Écoute, je suis précis. Je pense que personne qui nous écoute, qui regarde son thermomètre bord, là, puis qui dit à un dixième de degré Celsius, près quelle température il fait. Là. On se dit, ah, OK, il fait un vrai 5-6 degrés ou moins 5-6. On sait qu'il fait fret ou pas trop fret. J'ai l'air de caricaturer, mais c'est un petit peu ça, parce que dans les négociations, je reviens à ce que tu viens de dire, par exemple, une négociation collective, on va s'attacher à des trucs super précis. C'est un peu inévitable, hein, on va dire. On va avoir une indexation de 2,1 de nos salaires en moyenne par rapport à l'indice des prix à la consommation. Mais ça devient complètement débile parce que cet indice des prix à la consommation, il y a lui-même une marge d'erreur de 5, 10, 15 dépendant de la mesure qu'on prend. Fait que là, on prend des heures, des jours, des semaines à négocier des trucs hyper précis en croyant que c'est la vérité, alors qu'on a une référence qui est complètement floue. Hein? Et tu me parles de moyenne, ben, je reviens à ma métaphore, comme tu as dit, de l'eau chaude, l'eau fraîche, pour répéter l'autre. Mais c'est la même chose. Une moyenne, ça ne veut rien dire. Je veux dire, si on a 6 personnes, comme j'écris dans mon livre, qui sont autour d'une table, puis il y en a 5 sur ces 6 personnes-là qui ont un avoir de 100 000 ce qui est tout à fait classe moyenne, avoir un avoir de 100 000 mais il y a Bill Gates qui en vaut 80 milliards, mais l'avoir moyen de ces gens-là dans la salle est de 13,3 milliards de dollars. Ça veut dire rien, ça. Ça ne nous dit rien, cette moyenne-là. La médiane va nous dire que c'est 100 000 Puis même là, la médiane ne nous dit rien.
La médiane, qui est un autre concept statistique, ne nous dit rien. Elle ne nous dit pas que Bill Gates peut mettre son poing sur la table devant ces 6 personnes-là et dire, moi, j'ai raison sur vous autres parce que moi, je pèse 80 milliards et je suis capable de changer le cours des choses dans ma planète. C'est ça l'idée, c'est qu'on se rapproche toujours d'une espèce de confort de la vérité sur le quantitatif, évacue beaucoup trop d'autres aspects de la vie. Donc, tu es en train de nous confirmer que la capacité à analyser les chiffres d'un point de vue beaucoup plus macro est capitale afin de pouvoir poser justement un diagnostic final un diagnostic propre à l'individu sur une situation donnée. Ben, en fait, je dis quelque chose qui est simple, c'est que le monde est complexe. Et puis, tu ne peux pas ramener ça à 2-3 taux, à 2-3 ratios. Je sais que tes étudiants sont en majorité en entreprise ou le seront. Tu ne peux pas ramener l'évaluation de la santé économique, commerciale d'une entreprise à 3-4 ratios sur son bilan annuel. C'est pas vrai que l'EBITDA puis que le ratio, je ne sais pas quoi, de liquidité, et ainsi de suite, va te dire si cette business-là est bonne ou n'est pas bonne. C'est un paquet d'autres affaires. C'est les relations humaines, c'est les contrats formels liant l'entreprise à ses fournisseurs et à ses clients. C'est son positionnement dans le marché, c'est sa stratégie marketing, et ainsi de suite. Tu ne peux pas ramener ça à 3-4 ratios sur un état financier. Le monde est beaucoup plus complexe pour une simple entreprise, avec des gros guillemets. Imagine pour une société dans son entier. Je vais te ramener un petit peu en arrière. J'aimerais te parler de l'âge, mais cette fois-là, pas de ton âge à toi, mais plutôt du concept des générations. En gestion, on étudie beaucoup les différences de comportement, les désirs, les attentes des différentes générations, puis on essaye d'en tirer un modèle qui va permettre de guider nos actions. Tu es assez critique quant au concept justement des générations. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Ça revient à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là aussi, c'est un phénomène extrêmement complexe. Prenons les baby boomers, hein, parce que on en parle tout le temps. Ah, les maudits baby boomers, puis machin. Moi, je suis un X pur, là, je suis né en 70. Donc là, les maudits baby boomers, c'est-à-dire la génération de mes parents, tu sais, qui ont tout pris, mais ça veut rien dire, les baby boomers. Pas plus que ma génération, d'ailleurs, les X, ça veut rien dire. Tu sais. Dans le sens suivant, c'est que les baby boomers comme mes parents, qui sont nés juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien là-dedans, t'en as des pauvres, t'en as des riches, t'en as des héritiers. Hein? T'en as qui ont été élevés par l'ascenseur social grâce à l'État-providence qui est né à la fin des années 60. Je veux dire, tu prends un riche bourgeois de 3 générations d'industriels qui est né en 47, puis tu prends mon père qui est né d'une famille complètement analphabète, d'ouvriers très modestes. On est la même maudite année. Il y en a un qui avait 3 maisons à Westmount, puis mon père qui est né dans un modeste appartement à Ville-la-Mort, tu sais, je veux dire, à Ville-la-Salle, pardon. Mais ça veut juste rien dire. Et surtout, c'est que c'est très dangereux pour la vie sociale et politique, à mon sens, bien modestement. C'est-à-dire que là, on va dire, ah, c'est les baby boomers contre les X, c'est les X contre les Y, c'est les Y contre les Z, ou je ne sais pas quoi. Là, on fait des gros paquets complètement indistincts et qui veulent rien dire. Alors, sociologiquement, ça veut dire fuck all. Économiquement, ça veut dire fuck all. Là, on oppose une gang à une autre, alors qu'à l'intérieur de ces gangs-là, ben, tu as des gens modestes, t'as des gens pauvres, tu as des itinérants, tu as des riches, tu as des gens de pouvoir, qu'ils soient économiques ou médiatiques. Et on oblitère, en opposant ces générations-là, on oblitère des relations de pouvoir qui sont beaucoup plus violentes en quelque sorte, entre, par exemple, chez les pauvres, les cultivés, ceux qui n'ont pas de scolarité, ainsi de suite. J'aimerais te sortir une citation de Johann Chapoutot dans son ouvrage Libre d'obéir, le management du nazisme aujourd'hui.
J'aimerais ça que tu puisses commenter. La raison de ça, c'est qu'il va parler un peu de mathématiques, puis il va en parler dans une optique un peu comme tu viens de présenter au niveau social. Donc, les cadres de l'armée ne doivent être ni des singes savants, ni des universitaires gorgés de savoir. Ils ne doivent disposer que du strict nécessaire pour pouvoir et savoir manœuvrer et vaincre. Leur bagage minimal ne doit pas s'encombrer des impédias d'une scolastique cultivée comme un art pour l'art. Les mathématiques, si prisées auparavant, sont passées par perte et profit, réduites au seul apprentissage qu'une géométrie indispensable à la lecture des cartes et à la conception de manœuvres. J'aimerais ça t'entendre sur cette phrase-là. Je dois t'avouer que je la trouve un peu sombre, mais je retiens la chose suivante. C'est que, et peut-être que j'interprète mal, j'en sais rien, là. J'en retiens la chose suivante, c'est qu'on critique le passage de l'usage des mathématiques, qui est une discipline très noble, en fait, qui est la base d'à peu près toutes les disciplines, hein, même si je l'ai critiqué au début, là, c'est critiquer son usage et non pas la mathématique en soi, à une espèce de rhétorique dogmatique. Hein. Si je lis bien, là, passer par perte et profit, réduite à un seul apprentissage d'une géométrie, ainsi de suite, c'est qu'on en fait un objet utilitaire. Alors que les mathématiques, et là, je suis un petit peu biaisé, mon père était mathématicien. Les mathématiques sont un outil de l'esprit, comme elle l'est la grammaire, comme le sont bien des disciplines de base, qu'on a détourné à des fins utilitaires. C'est comme ça que je lis ce passage-là. Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais moi, à tout moins, c'est ma critique, c'est que les mathématiques, comme la langue, comme le langage, ne doivent pas être utilitaires, ou à tout moins ne doivent pas être a priori utilitaires. Ils doivent être utiles. Et il y a une grande différence là-dessus. En étant utilitaire, c'est qu'on chipote. Hein? Je vais faire une parenthèse sur les médias sociaux. Il y a souvent des chicanes sur Facebook sur la maîtrise de la langue, de la grammaire, de l'orthographe. Hein? Quelqu'un qui écrit tout croche, là, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va dire ah oui, tu sais pas écrire le français. Fait que là, ça invalide son propos parce qu'il sait pas ou elle ne sait pas écrire son français. Donc, on invalide la présence dans la communauté, dans l'agora, de quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes. Ici, c'est les codes de la grammaire, de l'orthographe. Ça pourrait être les codes des mathématiques. Mais, et donc, on l'empêche d'avoir une validité sociale, humaine, dans l'agora, parce qu'il ne maîtrise pas ces codes. Et donc, c'est un petit peu ça que je pense que cette citation veut nous dire, c'est on ramène tout ça à quelque chose qui doit être utile, vrai et concret maintenant. Et c'est pour ça que moi, je m'en fous que quelqu'un ne sache pas calculer un ratio, un taux de croissance ou une règle de 3, peu importe, quelques outils de mathématiques qu'on devrait savoir de base. C'est pas important, ça. C'est est-ce que sa réflexion utilisant même tout croche ces codes-là est-elle valide? Et après ça, on va continuer à discuter. Et c'est ça que je pense qu'on perd beaucoup, beaucoup dans le discours économique, c'est qu'on se ramène à dire, ah, OK, tu comprends pas. Tu comprends pas comment ça marche. Tu sais pas c'est quoi un taux de chômage. Tu sais pas c'est quoi un taux de croissance économique. Et donc, on invalide tout de suite ta pertinence comme citoyenne ou comme citoyen dans le discours public parce que tu ne maîtrises pas le code économique, le code mathématique. Écoutez, on ne s'était pas parlé de cette citation-là. Je te l'ai envoyée hier soir. Moi, elle m'a accroché, puis je l'ai lu exactement comme toi. Puis ce qui est le fun, c'est que je t'ai envoyé quelques questions que je me disais que je pouvais poser, puis sont dans un désordre désorganisé. Puis ça me permet d'enchaîner avec cette question-là, justement, que je me disais peut-être je ne te la poserai pas, mais finalement, elle devient pertinente par ta réponse, à savoir en quoi la mathématique peut-elle servir les fins du système capitaliste? C'est comme les savants, les savants de Molière, hein, tu sais, qui
avec un latin qui n'existait pas, un faux latin, avait un pouvoir envers les gens en disant à peu près n'importe quoi. La mathématique, bon, pas la mathématique, mais cette apparence, disons ça comme ça, cette apparence de maîtrise d'un discours quantitatif, d'un discours mathématique, ainsi de suite, et même de sources statistiques. Hein. Ah, moi, je sais où aller chercher chez StatCan. Stéphane, tu ne me planteras pas là-dessus. Là. Moi, je sais, c'est telle matrice, c'est la V133-27 qui peut me donner le bon chiffre parce que toi, tu n'as pas pris le bon chiffre. Moi, je le sais. Il y a une chose qui est vraie là-dedans, c'est mon métier. C'est très technique. Là, il faut te dire c'est quoi la patente. Mais ce qui est présenté dans le discours public, c'est un discours de compétence et de vérité. Je reviens là-dessus. Comme les médecins de Molière. Je sais maîtriser le latin, donc je peux te dire c'est quoi ta maladie. Je suis économiste, donc je peux, moi, dire c'est quoi la maladie de l'économie, mais je ne me place pas en critique de l'idéologie, de la structure économique, de la destruction des écosystèmes qu'entraîne le capitalisme, par exemple. Pas que c'est ça la vérité, justement. Je dis qu'on doit présenter ce discours critique-là et que quelqu'un d'autre va me présenter un autre discours critique. Or, on me présente, moi, littéralement, Yannick Marcel, mais comme tous mes collègues, comme détenteur de la vérité dans les médias. Yannick Marcel, venez me dire c'est quoi la vérité. Je le sais-tu, moi, Chris? Je ne sais pas c'est quoi la vérité. Je peux apporter des éléments de réflexion, des éléments quantitatifs, des éléments d'information pour nourrir la réflexion. Mais il faut être vraiment présomptueux de dire qu'on détient la vérité. Alors que un astrophysicien, une médecin, une chimiste va nous dire, ben, voici ce qu'on sait, on n'est pas trop sûr du reste. Comme on le voit présentement avec la pandémie, hein, on nous dit, ben, voici ce qu'on connaît du virus, puis il y a ça qu'on ne connaît pas. Et on continue à chercher. Mais nous, économistes, on est là avec notre superbe, avec plein de temps d'antenne à dire, ben, voici ce qu'est la vérité. Et la vérité, elle est basée sur les chiffres que je vous présente. Et c'est ça qui est dangereux. Écoute, Yannick, je suis très déçu parce que je pensais avoir été la bonne personne pour nous annoncer la bonne nouvelle. Puis là, tu nous arrives en nous disant que malheureusement, ce ne sera pas ça. Fait que, la vérité, on va l'attendre encore. Je terminerai la question sur les mathématiques, si tu me permets, sur une question qui doit trotter dans la tête de plusieurs personnes. Est-ce que je pourrais conclure notre discussion sur le sujet en disant que finalement, on peut faire dire n'importe quoi en mathématiques? Non, non, je Gaucher? pense pas. Non, 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 je pense pas. Je reviens à mes chiffres de chômage dont j'ai parlé très, très tôt dans la discussion là, avec l'écart, euh, la marge d'erreur. Euh, Dire qu'on peut faire dire n'importe quoi en disant que le taux de chômage est de 6,7 au Québec en décembre, c'est pas vrai. On peut pas faire dire n'importe quoi. En revanche, il faut être critique et mettre en perspective. Les chiffres, les données quantitatives sont hyper importantes. Savoir qu'il y a, là, j'oublie justement le chiffre, là. Je pense qu'on est rendu à 8 000 décès de la COVID au Québec, quelque chose comme ça. C'est pas 9 000, en tout cas, peu importe, mais je veux dire, quantifier le nombre de décès, d'hospitalisation en plus de la pandémie présentement, c'est super important parce que ça a des conséquences. Surtout les hospitalisations, je veux dire, c'est le nombre de médecins, d'infirmières et de préposés, ainsi de suite, dont on dispose pour pouvoir prendre soin de ces gens-là. Ce chiffre-là, c'est pas une aberration, c'est pas, il fait pas dire n'importe quoi. On va mettre tout ça en perspective. Moi, j'ai appris, comme la plupart de nos concitoyennes et concitoyens récemment, qu'il n'y avait à peu près que 1000 lits en soins intensifs au Québec. 1000 lits pour 8 millions, 8,5 millions de personnes. Je dis, hein, il y a juste ça. Moi, j'y connais rien. J'ai aucune compétence pour juger est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. J'ai sursauté. Mais c'est important de connaître ce chiffre-là. Et après ça, en revanche, d'avoir quelqu'un qui nous dit oui, 1000 c'est correct, ou 1500 ça serait mieux. Je sais pas là. Encore une fois, je n'ai pas cette compétence-là. Mais ce chiffre-là est important, mais on doit avoir quelqu'un qui s'y connaît pour nous mettre ça en perspective et nous dire c'est grave ou c'est pas grave.
Écoute, on aborde la question de ton chapitre Chacun pour soi, tous contre les autres. D'accord avec ça? Moi, je suis. Good. On va faire une petite parenthèse un peu plus économico-politique, si tu me permets. Je voudrais aborder passer par l'idéologie néolibérale. Si on regarde l'application de la pensée d'une façon concrète, là, au-delà, on va sauter l'époque Hayek et tout ce développement-là pour arriver un peu plus près de nous. La pensée néolibérale est associée à Margaret Thatcher puis à Ronald Reagan aux États-Unis. En quoi ces deux régimes-là ont été un tournant marquant et surtout, comment cette époque a-t-elle influencé les politiques économiques qu'on vit aujourd'hui? En fait, c'est majeur. Oui, effectivement, ça revient à peu près au milieu des années 40, là, à Hayek, mais ça s'est concrétisé, comme tu dis, là, avec les régimes de Thatcher et de Reagan. Euh, il y a deux éléments importants, à mon sens. C'est que d'abord, ils ont été concomitants, hein. Ils ont régné tous les deux en Angleterre et aux États-Unis pendant toute la décennie 80. Euh, et donc, et sur les deux puissances économiques de l'époque, hein. Je veux dire, à l'époque, la Chine était un joueur mineur, le Japon un petit peu, l'Allemagne était tout croche parce qu'encore divisé, mais allait être réunie qu'à la fin de ce règne-là. Donc, il y avait vraiment deux puissances économiques mondiales, c'était les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France en partie, mais c'était vraiment essentiellement les États-Unis et la Grande-Bretagne, surtout qu'on arrivait à la fin du règne de l'URSS. Donc, c'était hégémonique, hein. Ils avaient tout le terrain de jeu pour eux autres. Ça, c'est le premier élément. C'est qu'il y avait des circonstances historiques et géopolitiques qui permettaient qu'ils s'installent. Deuxièmement, c'est un programme. C'est pas un hasard. Pardon. Désolé. C'est pas un hasard de l'histoire. C'est un programme qui était établi d'avance. Je suis d'accord avec toi qu'on ne revienne pas là, sur la genèse, là, mais c'est un programme établi. Là. C'est pas un coup de 25 cents. On voulait établir un régime économico-politique qui mette quoi de l'avant? Une seule chose, l'individu. Le mot-clé de cette idéologie-là, de, ces, de cette pensée politique-là, c'est l'individu. On met de l'avant l'individu qui est le seul déterminant de, de la société. Et Margaret Thatcher a eu ce mot incroyable qui demeurait dans l'histoire, hein. There is no such thing as a society. La société n'existe pas. Il n'y a que des familles. Donc, on a voulu, de façon, et je le répète pour la troisième fois, de façon volontaire, annihiler l'idée même de projet collectif. Quel projet collectif était né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, il trouve ses racines avec le New Deal aux États-Unis notamment, mais pas, c'est bien évidemment plus complexe que ça, mais toute la montée de la classe moyenne, la prospérité des 30 glorieuses, comme on les a appelées, c'est-à-dire les années 45 à 75, donc après la Deuxième Guerre mondiale, qui était basée sur la construction d'État social, donc ce qu'on a vu ici au Québec, là, hein, la régie des rentes, la régie d'assurance maladie, la protection sociale en général, la gratuité scolaire et ainsi de suite. On a sciemment voulu détruire ça par cette idéologie-là. On pourrait jaser longtemps à ce qu'on appelle néolibéral, post-libéral, blablabla. On s'en fout. Teacher Reagan, pendant 10 ans, c'est ça qu'ils ont fait. Et depuis donc 40 ans, on vit avec ça et on le vit encore. Je sais, Harper, ça a été ça. On a un Justin Trudeau aujourd'hui qui est un peu plus centriste, mais qui tire les boulets pardon, de cette idéologie-là, comme M. Biden aux États-Unis depuis 2 jours. Ben, écoute, justement, tu parles de Justin Trudeau, ça me permet de te poser la question, tu sais, parce que là, on parle de néolibéralisme au niveau économique, donc on recentre
l'économie sur l'individu. Essentiellement, on retire des services de cette fameuse État. J'ai perdu Stéphane. De Justin Trudeau, souvent, il y a un amalgame qui est Excusez, difficile. Stéphane, Oui. ça l'a gelé pendant votre question, donc on a perdu plusieurs secondes là, de ce que vous disiez. Pouvez-vous la recommencer? Oui, donc si je reviens à Justin Trudeau pour être un petit peu plus succinct, l'idéologie libérale, on la mélange souvent avec les partis libéraux au même titre que l'idéologie conservatrice, on la mélange avec le Parti conservateur. Donc, j'aimerais ça, Yannick, que tu nous clarifies ça au niveau économique, parce que dans ton volume, tu fais référence à John Locke. Et John Locke, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'on l'a oublié. Mais il est fondateur pour la philosophie économique dans laquelle on vit aujourd'hui, alors qu'il date de plusieurs jours environ, hein, on pourrait dire comme ça. Oui, hein, c'est le 17e siècle. Mais c'est une question complexe, puis dans le sens où je dis pas ça parce que je veux pas y répondre, mais elle mérite tellement de nuances et tellement de réflexion que je serais bien mal avisé de prétendre y répondre de façon exhaustive. Mais c'est là où il y a une complexité dans la compréhension de ces choses-là. Quand tu dis, par exemple, tu sais, conservateur, libéral, il y a le parti, il y a le nom, et ainsi de suite. L'idéologie libérale, si on la prend avec un grand, grand L, donc en revenant à John Locke, un autre L, John Locke, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une chose très, très simple, en fait, qui était révolutionnaire à l'époque. Je rappelle là, que c'est au 17e siècle, ça date pas d'hier. C'est que il met de l'avant la propriété privée, individuelle. Hein? Peut-être ta maison, de tes objets, là. Bien, bien concrètement, là, en disant que c'est une extension de la propriété de ton corps. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut t'enlever la propriété de ton corps, de ta vie, de ta santé, ainsi de suite. Et la propriété de tes objets sont en quelque sorte l'extension de cette propriété divine, inviolable de ton propre corps. Là, tu as besoin, et je simplifie évidemment à outrance, tu as besoin de tes fruits, de tes légumes, de ta viande pour te nourrir. Hein? Ces objets-là, tu les possèdes, ils te permettent de garder ta propriété. Tu as besoin de ton toit. Hein? J'ai une maison, j'ai un toit au-dessus de moi, il neige présentement. Mais c'est ma propriété. J'en ai besoin pour survivre, parce que si j'étais dehors, je ne pourrais pas te parler Saint-Simonac, c'est aussi simple que ça. Donc, ce concept qui peut nous apparaître, nous, contemporains, très élémentaires, était révolutionnaire à cette époque-là. Il a fondé 400 ans de libéralisme en disant, mais c'est l'individu par sa propriété, par sa liberté, parce que s'en suivent bien sûr d'autres concepts comme la liberté, qui est multiple, liberté d'expression, liberté de mouvement, et ainsi de suite. C'est ça qui fonde la société. Mais il y a moyen d'être libéral au sens états-unien du terme présentement, liberal, c'est être de gauche, libéral, penser à l'État-providence, à l'État, à la communauté, en étant très individualiste, parce que la communauté, c'est une somme d'individus, et de l'autre, d'être de droite, plus conservateur, et ainsi de suite. Donc, être aux États-Unis, je me détache du Canada à dessein, proche de Trump, admettons, où on se fout de la communauté parce qu'il y a juste l'individualité qui compte. Et tu vois que le fil, là, la frontière est floue, là. Mais qu'est-ce qui départage les deux? C'est ce que je défends dans mon livre, c'est que pour un libéral, ce que je suis, et pas au sens partisan du terme comme de raison, la somme est plus grande le tout est plus grand que la somme de ses parties. Hein? C'est qu'ensemble, on est meilleur que chacun individuellement mis ensemble.
Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est un peu ça la pensée libérale que John Locke, que David Hume et même qu'Adam Smith ont mis de l'avant, hein, malgré que ce soit tous des références pour les libertariens ou pour les gens plutôt à droite économiquement. Ils mettaient de l'avant la communauté. Après ça, on s'arrange, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les groupes communautaires? Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est un mélange de tout ça, ce que je pense, qui vont permettre cette élévation, en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui devraient se ramener à cette pensée fondamentale de Locke, de Hume, de Smith et d'autres, et dire que c'est les institutions, c'est l'union entre nos individualités qui nous permettent de nous élever et de nous aider entre nous. Vraiment intéressant comme lecture de Locke. Je te relancerai sur une question, à savoir, on a opposé au début des années 1900, on a opposé énormément la pensée marxiste et la pensée libérale. Sans rentrer dans l'exposition de l'idéologie marxiste, ma question est plutôt, à ce moment-là, comment tu expliquerais d'un point de vue économique ce passage-là de cette réflexion, parce que la réflexion semble commune dans ce que tu expliques, de l'importance de la collectivité, tant chez les libéraux que chez les marxistes. Comment y arriver? Après ça, c'est une longue chicane idéologique. Mais là, on arrive, puis c'est comme si on avait écarté la pensée collective. Comment on peut expliquer ce passage-là? Puis cette adhésion-là des citoyens à la pensée néolibérale et à la pensée hégémonique du marché comme dirigeant nos vies, là? Je pense qu'elle peut s'expliquer de façon, j'oserais dire, empathique. C'est-à-dire que la machine Thatcher-Reagan a très bien fonctionné en détruisant nos institutions, en grande partie. C'est beaucoup moins le cas au Québec qu'ailleurs, on s'entend, là. Mais à partir du moment, c'est un cercle vicieux. À partir du moment où tu dis, tu enlèves des budgets, et je vais être bien pragmatique, tu enlèves des budgets à des groupes communautaires, à des ministères, à des institutions publiques, parapubliques, là, les gens se rendent compte que, ouais, ben, ça ne marche pas tant que ça, l'État, puis moi, je paye mes taxes et mes impôts. Je veux payer moins de taxes et d'impôts parce que j'en reçois moins. Fait que là, l'État est justifié de diminuer sa part de sa contribution. Et là, il diminue sa contribution, mais les impôts ou les taxes ne suivent pas trop, pas exactement de la même manière. Puis là, toi, comme citoyen, tu dis, ben là, ça m'intéresse encore moins, et ainsi de suite. Tu sais, tu comprends? C'est comme il y a quelque chose de très rationnel là-dedans. Et ça, c'est un élément très pragmatique. Et le deuxième élément qui est plus symbolique, profondément symbolique, en fait, c'est qu'on a perdu ce rêve-là. On a perdu ce rêve qui était celui de mes parents. Mes parents étaient nés respectivement en 1946 et en 1947. Ils étaient jeunes adultes à la fin des années 60. Ils rêvaient. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas juste rêvé. Construire l'État, la collectivité, les coopératives. Ma mère a fondé 4-5 coopératives. Mon père a été un contributeur à bâtir l'État du Québec moderne. Ce rêve-là, il n'est plus là, là. Il est juste plus là. Et je comprends les familles, les jeunes qui n'ont rien, qui sont dans la merde. C'est juste ça, là. Ils sont dans la merde, ils ne sont pas soutenus par l'État. Et l'État leur dit, ben non, mais travaillez fort, puis épargnez, puis ouvrez-vous un CELI, puis un REER. OK, c'est pas mauvais. Mais tu sais, quand tu as perdu cette vision de la collectivité, qui n'est pas une antinomie, là. On peut bien réussir individuellement, que ce soit intellectuellement, artistiquement ou comme entrepreneur. J'ai aucun problème avec ça. Mais on peut le faire en même temps que bâtir la collectivité. Tu sais. Et ça, on a perdu ça. Il y a comme une dichotomie. Puis je pense que les dernières années aux États-Unis, les dernières années politiques aux États-Unis ont montré comment ce clash-là est immense. On a perdu l'idée qu'on peut faire les deux en même temps. On va se rapprocher de notre sujet en lien avec le cours de diagnostic et capital humain tranquillement.
En quoi, justement, ce néolibéralisme-là vient bousculer la façon de réfléchir ou de déshumaniser les travailleurs et les travailleuses? J'ai réfléchi beaucoup à cette question-là depuis hier, depuis quand tu me l'as envoyée, parce que elle m'apparaît extrêmement importante, parce que je veux pas que celles et ceux qui nous écoutent me voient uniquement comme une espèce d'intellectuel déconnecté de la réalité de l'entreprise. J'ai moi-même été entrepreneur. Depuis 25 ans, j'ai eu 3 entreprises. J'ai beau être effectivement intellectuel de gauche, je sais c'est quoi la réalité de l'entreprise. Et pour moi, l'entreprise, euh, elle se ramène à son plus vieux nom dans notre système légal, c'est-à-dire la compagnie. Hein? La compagnie des Indes, la compagnie de la baie du Son. Compagnie. On est entre copains. Bon, ça, c'est un peu gnochon, là. Mais on est en compagnie entre nous. On se met ensemble pour atteindre des objectifs. Hein? Dans le vocabulaire du management, de la gestion du personnel, du capital humain, comme on appelle maintenant, ainsi de suite. On va atteindre nos objectifs, on va se valoriser, on va être ensemble, blablabla. Mais c'est ça une entreprise, c'est être ensemble. C'est faire une compagnie. Que ce soit une entreprise à but lucratif, une coopérative, un organisme communautaire ou un ministère, c'est toute la même crise de business. On est ensemble pour atteindre des objectifs. Et, et là où il faut, à mon sens, puis là, je ne veux pas avoir l'air d'un curé, mais il faut se ramener aux affaires fondamentales, c'est que ces objectifs-là, ils doivent être humains, complexes, oui, parfois quantifiés, bien évidemment, mais surtout pas divisés par... Moi, j'ai toujours détesté les bonus personnels, là, les bonus annuels. Je pense qu'on dit bonus en pluriel. C'est en gang qu'on réussit. Une famille, c'est en famille qu'on réussit. C'est pas le père ou la mère ou l'enfant qui réussit. C'est la famille. La communauté, moi, j'habite un village de 3300 habitants. C'est les 3300 habitants qui réussissent ensemble à faire de quoi? Hein? Il y a eu 150 personnes qui ont déneigé la patinoire il y a 3 jours avec les COVID, les masques. C'est en gang qu'on fait. C'est en gang qu'on fait société, tout simplement. Mais dans une entreprise, c'est la même chose. Et la pensée néolibérale, pour moi, paradoxalement, détruit l'entreprise. Parce que elle dit, chacune et chacun, vous allez être les meilleurs, vous allez être les gagnants, vous allez devenir vice-président ou vice-président et machin. Non, c'est pas de même que ça marche. L'entreprise, ça va avoir du succès quand on marche main dans la main avec des objectifs globaux. Et surtout pas à court terme et surtout pas évidemment. Mais Yannick, Je sais que ça peut paraître un peu banal puis un peu prêcha, mais je crois fondamentalement que c'est ça. Mais il y a pire que ça, c'est qu'on vend l'idée qu'on est son propre entrepreneur dans l'entreprise néolibérale. C'est-à-dire que tu sais, la fameuse gestion des compétences, ben, tu es investi dans ton capital pour après ça être rentabilisé. Donc, tu es ta propre entreprise au sein de l'organisation dans cette idéologie-là. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Mais le problème que ça pose, c'est que ça se peut pas. C'est impossible. Tu n'es pas ton propre entrepreneur. Tu n'as pas que ton propre capital, comme une entreprise n'est pas isolée dans son vase clos. Est-ce qu'une entreprise pourrait croître sans ses clients et ses fournisseurs? Non. Mais un individu ne peut pas croître lui-même sans ses collègues, sans ses parents, sans sa famille, sans ses amis, ainsi de suite. Je veux dire, moi, je déteste l'appellation capital humain, là. C'est juste parce que ça me... C'est mon problème, là. Mais je veux dire, t'es pas un capital qui croit tout seul. Je veux dire, t'es un être humain qui croit avec les poèmes que tu lis, les livres que tu lis, le hockey que tu joues le soir avec ton fils ou ta fille. T'es un être complexe et complet. Et donc, tu n'es pas qu'un aspect. Et au fin de l'entreprise, tu vas être beaucoup plus performant, beaucoup plus valorisé, valorisant en étant cet être complet et complexe qu'en te voyant comme une colonne de chiffres avec je vaux ceci comme capital humain.
C'est certain que je vais te relancer sur une question. Tu viens de trop ouvrir la porte. Je vais t'obliger de te commettre. Mais avant ça, je vais te citer une dernière fois pour ce bloc-là. Dans les passagers clandestins, métaphore et trompe-l'œil de l'économie, tu portes une grande attention au langage utilisé. Peux-tu expliquer pourquoi ce langage n'est pas innocent? Je fais entre autres référence à l'affirmation suivante. Le terme de travailleur a presque complètement disparu du vocabulaire. Il a longtemps été remplacé par celui d'employé qui illustrait déjà une dérive utilitariste. Euh, les mots ne sont jamais innocents. Hein? Jamais. Euh, je reviens à ce que je viens de dire sur le capital humain. On, on, on ne parle plus d'hommes ou de femmes. Là. Capital, c'est ça le mot principal. Humain. Parce que le capital peut être matériel, financier, intellectuel, whatever. Mais là, par hasard, il est humain. Mais c'est capital. C'est du capital. Et c'est un peu la même chose de travailleurs, d'ouvriers. Pourquoi on met l'humain, l'homme ou la femme, dans une petite case? Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Là. Je veux pas être un alatoya de la langue, bien évidemment. C'est juste qu'il faut faire attention à, à comment on utilise ce langage. Là, parce qu'il peut être porteur de sens, comme je le disais d'entrée de jeu. C'est comme parler du marché, parler de n'importe quoi. Là. Faisons attention. Là. Il y a quelque chose derrière ça. Quand on parle du marché qui est nerveux, quand on parle du marché boursier, c'est des jeux de pouvoir financiers énormes qui peuvent nous faire mal, nous, comme individus. Là. Mais littéralement, on l'a vu dans la crise de 2008, ça fait pas longtemps. C'est la même chose quand on parle de travailleurs ou de capital humain ou je sais pas quoi. Ne déshumanisons pas nos relations sociales. N'oublions pas qu'il y a à la base de notre vie des relations sociales et humaines, qu'elles soient familiales, qu'elles soient au travail, qu'elles soient sociales, politiques, culturelles, symboliques. C'est ça qui est fondamental. Et ça, c'est complexe. Et ça ne se place pas dans un clip de 27 secondes comme on me demande, moi, de faire à Radio-Canada comme économiste, parce que je suis obligé de dire, ben, tout le chômage est de 26%. Puis, ben, comment est-ce que je veux dire? C'est le monde est complexe. Donnons-lui la chance d'être complexe et de le réfléchir avec complexe. Donc, je comprends donc que capital humain, pour toi, on est mieux de ne pas parler de ça trop, hein? D'être très critique. Ça. En fait, non. On peut en parler. J'ai aucun problème avec aucun de ces termes-là. Ah oui, il y en a qui m'énervent, mais ça, c'est très personnel, puis vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais si on utilise ce terme-là, comme on utilise degrés Celsius, quand je te dis, là, il fait moins 10 degrés Celsius à peu près chez moi, là, il neige. J'habite dans les montagnes. Si j'appelle un de mes amis à Tombouctou, puis j'ai dit ça, il va capoter, il va dire, ben oui, il fait bien froid, c'est épouvantable, tu vas mourir de froid. Mais non, ici, il fait doux. Il faut que je le mette en perspective, n'est-ce pas? C'est un peu caricatural ce que je viens de dire, mais c'est ça de toutes les choses. C'est ça de toutes les choses, du taux de chômage, de ton expérience, de ton CV, de je sais pas quoi, de toute donnée, de toute notion qu'on prononce, on doit le mettre en perspective. Tu peux utiliser le mot capital humain tant que tu me dis que dans ce terme-là, il y a un paquet de variantes qui intervient, dont le fait que tu as la charge mentale comme femme à faire l'épicerie en fin de journée après ton travail, ce qui n'est pas le cas de ton collègue qui a le même capital humain, hein, qui a le même calcul de capital humain. Mais toi, comme femme monoparentale ou mère de famille, tu as une charge mentale qui fait en sorte que ton capital humain, ben, il n'est pas tout à fait le même peut-être que ton collègue masculin. OK. Je comprends l'idée. On pourrait en parler longuement. Moi c'est un combat. J'en parlais pas plus tard que ce matin dans le cours. C'est un combat que je fais. Ce terme-là me donne quelques problèmes. La sémantique n'est pas innocente. Puis quand on se retrouve à devoir expliquer, quand on utilise un terme et qu'on doit l'expliquer, ben pour moi, il pose problème. Donc, d'où la raison pour laquelle on doit demeurer alerte, je pourrais le dire comme ça. C'est comme ça que j'ai lu
lu ton ouvrage, là, pour vrai, quand tu as parlé, tu as décortiqué travailleurs, employeurs, puis là, tu décortiques vers où on s'en va pour arriver finalement à la gestion des talents. Euh, c'est dans ce sens-là où je me dis, ben, posons-nous des questions sur comment on est en train, ni plus ni moins, de cantonner ou d'organiser le rôle des humains, et non pas des ressources humaines, mais des humains. Comment on est en train de l'organiser dans une fin qui est un peu inquiétante. Mais, je pourrais ajouter un petit élément à ce que tu viens de dire, c'est que quand on parle de capital humain, de ressources humaines, et ainsi de suite, c'est que il y a un sous-entendu qui en est un d'interchangeabilité. Hein? C'est-à-dire que c'est plus Stéphane, c'est l'employé X, c'est la ressource humaine X. C'est donc aussi interchangeable qu'une machine. Et c'est là où moi, ça me pose problème. C'est que on dit, OK, moi, je quantifie ça, là, ça peut être de bien des manières, là, en heures années, en nombre de personnes, peu importe. Mais c'est quantifié, puis bon, moi, Stéphane, je le remplace par un autre. Hein? Ça va être Aline à la place de Stéphane. Ben, on déshumanise complètement. C'est ça mon problème. C'est que... Ben, c'est ça. Yannick, excuse-moi de t'interrompre. Je crois que c'est toi qui présente l'idée ou le parallèle avec l'ordinateur où on fait appel aux techniciens pour réparer l'ordinateur et que là, quand la machine humaine est brisée, on fait appel au psychologue. Puis si le psychologue ne peut pas faire la job, on la jette puis on achète une autre machine humaine. Ben, c'est exactement ça qu'on voit dans nos milieux de travail. Hein. Puis présentement, je pense que c'est exacerbé avec la pandémie. C'est que là, l'employé, il est un peu, il fait un burn-out, ben c'est pas grave. On va y payer 3-4 pilules quand on y paye, bien évidemment. Comme on fait, comme tu dis, avec la machine, avec l'ordinateur ou la machine-outil. Puis, si ça marche pas, ben, on va le remplacer. On va mettre une annonce sur le web pour recruter un nouvel employé. Tu sais, je veux dire, pas nouveau. J'ai pas découvert quelque chose de très significatif, mais c'est quand même ça. Et c'est déshumanisant parce que je pense que dans la grande histoire humaine, je parle pas des 40 dernières années, là, dans la grande histoire humaine, c'est relativement nouveau qu'on traite les humains comme ça, comme des êtres interchangeables. Oui, il y a eu des esclaves, évidemment. Oui, il y a eu des ouvriers exploités, évidemment. Mais que ce soit à ce point généralisé dans toutes les classes de société, y compris au sommet, hein, par ailleurs. Hein. Tu as beau être vice-président et gagner des millions de dollars dans une grande firme, tu es aussi interchangeable. Fait que la déshumanisation, là, c'est pas juste au bas de l'échelle. Il me resterait deux questions, puis je céderai la parole aux étudiants et étudiantes. Il y en a une que je vais éliminer, mais que je remplacerai. Fait que je ne veux pas te piéger. Là. Si tu n'es pas à l'aise de répondre, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu penses des feuilletons qu'a publié Alain Deneau sur l'économie? Si tu as eu l'occasion de jeter un œil là-dessus ou d'entendre Deneau parler là-dessus, ou est-ce qu'il prêche pour une réappropriation du concept d'économie dans une perspective beaucoup plus large que l'économie au sens des économistes? Je peux juste être d'accord. Puis, je côtoie Alain depuis des années, là, puis on est pas mal dans les mêmes sphères d'intérêt et de discussion. Mais oui, non, l'économie ne devrait pas. En fait, c'est un des plus grands économistes de l'histoire, John Maynard Keynes, qui a dit qu'on ne doit surtout pas laisser les questions économiques aux mains des économistes. Les économistes, okay, ils doivent être d'humbles techniciens. Hein, je ne sais pas ces mots exacts, mais c'est sa pensée. Nous devrions être d'humbles techniciens, vous offrir, à vous, citoyennes et citoyens, des outils de compréhension. Et c'est là où je reviens à tous mes propos de tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, vous mettre en lumière l'interprétation des données statistiques pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Puis après ça, vous faites une tête, puis nous, on se retire modestement. Et Keynes disait, comme, je pense, comme
oui, c'est ça. On devrait être modeste comme des dentistes. Donc, pas modeste, on pourrait dire des mécaniciens. C'est juste, tu fais ta petite job, là, tu t'en vas. Hein? C'est vous qui allez conduire la voiture. Et je pense qu'Alain a, à cet égard, tout à fait raison. On ne devrait surtout pas laisser une question aussi sérieuse, vraiment pas le premier, puis lui non plus, à le dire. Là, il y a des grands économistes qui l'ont dit, on ne doit pas laisser des questions aussi importantes aux mains de simples technocrates ou spécialistes que sont les économistes. Ce sont des questions qui sont éminemment sociales et politiques, donc qui doivent relever à la fin à la sphère politique, et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, c'est ce que je dénonce dans mon livre. On a beaucoup trop de place pour l'économie. La preuve, 1h30, je vous parle. Donc, justement, on va la terminer en beauté. Je t'ai dit au tout début de notre rencontre que je n'avais pas le choix de te parler de pandémie. Tu as quand même eu l'audace de glisser le mot à quelques reprises. L'audace parce qu'on est quasiment tous et toutes saoulés par ces mots-là. Mais là, je crois que tu peux nous apporter un éclairage intéressant. Je vais le lire, si tu me permets. En terminant, on ne peut certainement pas faire une entrevue avec toi sans parler justement de cette crise humanitaire, sans demander à l'économiste de nous donner sa perspective sur ce qui nous attend au lendemain de cette crise. Les gouvernements québécois et canadiens gèrent cette crise dans l'optique de revenir à ce que nous étions avant que la crise soit déclarée. Comment vois-tu le projet futur proposé par ces différentes instances gouvernementales? Qu'est-ce qui attend les travailleurs et travailleuses? Et dans quel état les différents services aux citoyens seront-ils affectés par les décisions gouvernementales alors que l'on pourrait penser que les décideurs auront la légitimité de passer à une période d'austérité et de réduction des programmes publics? Donc, je t'ai dit une question, mais il y en a 3 dans la même. Tu sais, c'est typique des universitaires qui ne sont pas capables de synthétiser. Je vais être typique de l'économiste, puis je ne répondrai pas comme du monde. Il ne faut jamais demander à un économiste de prévoir le futur parce que ça vient toujours de ça. Écoute, j'en ai aucune idée. Honnêtement, je pense, comme tout le monde, comme celles et ceux qui nous écoutent dans ta classe, inquiets de la suite des choses parce qu'on ne peut vraiment pas la prévoir. J'aurais tendance à être un peu pessimiste. Hein? On a beaucoup dit, on a réappris à vivre en collectivité, le monde va changer, on achète plus de biens de proximité, on fait de l'achat local, puis blablabla. J'aurais tendance à voir les 250 dernières années de capitalisme, à me dire que la nature va revenir au galop assez rapidement quand on va être passé au travers. Rappelons-nous simplement la grippe espagnole, à laquelle on compare beaucoup la présente pandémie, donc en 1918. Ça a été une épidémie hyper meurtrière. Ça a été suivi par quoi? Par les années 20, les années de party, de croissance économique, de débauche, auraient dit les curés, ainsi de suite. Cette décennie, les années folles, les années 20 ont été suivies par quoi? Par la pire dépression que connu le capitalisme dans les années 30. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui va se passer. Je suis en train de dire, méfions-nous. Ça se peut que... Il y avait un écrivain que j'aime beaucoup, j'oublie le nom, disait, l'histoire ne se répète pas, elle rote le vieux sandwich à l'oignon qu'elle a mangé il y a 2 siècles. Ça ne se répète pas, mais ça sent la même maudite odeur. C'est pas impossible qu'on revive ça. Est-ce qu'on va revivre ça de façon un peu plus pragmatique, parce que j'ai l'air de défiler un peu ta question ou tes questions. Je pense que ce qui est... En fait, Yannick, je t'inviterais à postuler au Parti libéral, conservateur, même si tu n'es pas un gars de parti politique. Je trouve que tu es un habile politicien parce que oui, tu évites ma question, là. Oui, non, mais là, je vais y répondre un peu plus. Je pense de façon concrète ce qu'on peut voir. Non, mais j'évite de prédire, par exemple, parce qu'en général, on dit n'importe quoi sérieusement quand on prédit. Cela dit, ce qu'on voit présentement, et là, c'est vraiment plus sérieux, depuis 1 an,
c'est qu'il y a vraiment un grand nombre d'entreprises qui ont levé les pattes. Et c'est pas rien, et surtout dans nos régions au Québec, là, des petites entreprises agricoles, des petits commerces, des entreprises en démarrage. Ça sera pas rare. Il y a vraiment des dommages très profonds. Est-ce qu'il y aura des transformations structurelles de fait? Je ne pense pas, honnêtement. Je pense que on va repartir, ça va partir tout croche, mais ça va finir par partir sur les mêmes. Ça va être marginal, les changements. Mais en revanche, à des plans individuels, autant pour les travailleuses et travailleurs et que les entreprises, les dommages qui sont faits, là, pardon, surtout dans le domaine agroalimentaire et touristique, là, on n'est pas à veille d'or. En arrière. Et ça m'afflige beaucoup parce que j'en connais personnellement plusieurs et je le vois, là, moi, j'ai la chance, pré-COVID, de voyager beaucoup au Canada et dans mon réseau, là, c'est une hécatombe. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est vraiment grave ce qui se passe. Là. Mais est-ce que le pire est fait? Ça, je ne sais pas parce qu'on ne sait pas comment. Est-ce que ça va durer encore un an? Peut-être, hein? Je ne sais pas. Là. Tu as répondu en partie, hein, puis tu as répondu, je tiens à spécifier aux gens qui sont à l'écoute avec des données probantes. Tu n'as t'as pas fait le Nostradamus de l'économie à mes questions, donc c'est quand même judicieux comme réponse. Tu illustres qu'il y a des disparitions d'entreprises et tu dis que de renaître de ses cendres, tu n'y crois pas. Le deuxième élément que tu nous mentionnes, ben, s'il y a élimination d'entreprises, nécessairement les travailleurs et travailleuses perdent des emplois possibles. C'est une évidence aussi dans des données probantes. Et il me resterait juste à te relancer sur cette dernière question-là qui faisait partie des trois, à savoir la tendance des gouvernements à réagir post-crise. Tu as mentionné deux exemples là, par rapport à 1918, puis la crise boursière. Post-crise, est-ce qu'on on peut s'attendre à ce que le gouvernement nous demande de serrer la ceinture ou comme le proposaient certains organismes ou certains économistes, disaient ben, le gouvernement, il a le luxe, vu qu'il est gestionnaire de la planche à billets, de choisir une autre alternative que l'austérité. Donc, d'un point de vue économique, peut-être, au lieu de nous dire qu'est-ce qui nous attend, dire les deux possibilités que nos gouvernements ou les deux chemins que nos gouvernements peuvent prendre en termes de décisions économiques? En fait, je pense que les deux sont possibles et vont arriver. Mais c'est une question de temps, une question de chronologie. C'est-à-dire que on voit avec l'élection, l'arrivée au pouvoir du gouvernement Biden aux États-Unis, par exemple, Mme Yellen a dit, la secrétaire au Trésor, donc celle qui tient les cordons de la bourse, qui n'est pas une deux de pique, c'est pas dit en passant, a dit on ne s'occupe pas des déficits. On dépense, il faut relancer l'économie. On est encore dans cet état d'esprit-là. Et au Canada, particulièrement, beaucoup plus qu'aux États-Unis par ailleurs, on est encore dans cette position-là possible. Je parle strictement financièrement, là. On est capable de signer des chèques, là. Il n'y en a aucun problème. Je reprends par contre, c'est pas parce qu'on maîtrise la planche à billets, c'est tout simplement parce que l'État est éternel. L'État n'a pas d'échéance. Moi, j'ai 50 ans, dans 30 ans, ben, je vais être pas mal à la fin de ma vie utile, là, mais l'État, il n'est pas de même. Hein. Il va se renouveler, puis il va se perpétuer, donc il peut perpétuer ses déficits et les arranger au cours du temps. Donc, à court terme, il n'y a pas de problème. À moyen et long terme, je suis assez d'accord avec toi dans la question. Le retour du balancier nous attend, puis va nous frapper en pleine gueule. C'est clair et net. On a un équilibre politique depuis 40 ans qui fait en sorte que la droite et la gauche alternent. Donc là, on va avoir des déficits astronomiques. On les a déjà. En fait, les déficits sont déjà astronomiques. Là, pour l'instant, les oppositions de droite se tiennent tranquilles parce qu'on est en crise. Fait que là, on va passer à travers parce que, anyway, on n'a pas de pogne sur cette question-là.
je me rends compte que mon discours est mal approprié pour le Québec. Je pensais plus au Canada, mais bref, le discours anti-déficit, disons ça comme ça. Mais c'est clair que dans les prochaines élections, que ce soit la prochaine ou la suivante, le retour du balancier va être violent et qu'on va revenir à l'austérité. Je vois autrement, je vois pas autrement. À moins qu'on demeure en crise de 15-20 ans, en tout cas, ce que je ne nous souhaite pas collectivement. Mais c'est sûr que là, à un moment donné, il va y avoir un parti qui va dire, ou des partis qui vont dire, ah ben là, ça n'a pas de sens, on a un déficit de 57% du PIB, puis on va pas, c'est pas nos petits-enfants qui vont payer ça, et ainsi de suite. Ça. C'est pas nouveau. Ben, merci. Merci de t'avoir commis. Ça aurait été, si n'eût été de ta correction sur le Canada, ça aurait été à mon tour de te corriger. Je t'aurais dit, je ne me rappelle pas trop de la dernière gauche qu'on a eue au Québec, là. Mais En effet. peut-être que Yannick Marcel qualifie la CAQ de gouvernement de gauche, mais je ne veux pas y... Je ne penserais pas, non. Donc, merci Yannick d'avoir répondu à mes questions. Si tu es d'accord, je passerai le micro aux étudiants et aux étudiantes. Bien sûr. Je demanderai à ceux-ci et celles-ci d'effectivement faire comme Mme Piette et de lever la main pour que je puisse être en mesure de justement gérer les tours de parole. C'est bien? Donc, Mme Piette, je vous cède la parole en premier. Oui, donc j'aimerais ça que vous me résumiez, là, en tant qu'économiste indépendant, votre idéal. C'est-à-dire, idéal par rapport à quoi? Excusez-moi, l'idéal au niveau d'une organisation de société. On parle d'individus, chaque individu qui travaillerait sur son capital humain apporterait à la société, mais j'aimerais ça que vous élaboriez davantage dans une vision comme celle-là de l'idéal selon vous. Eh mon Dieu, vaste question, hein? Je vais vous parler de mon village. J'habite un village qui a 3300 habitants, à peu près 1500 maisons, dont la superficie est aussi grande que l'île de Montréal. Notre communauté n'est pas nécessairement tissée serrée, mais elle n'est pas individualiste non plus. C'est comme un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la pandémie, surtout pendant le premier confinement, la municipalité, qui n'a pas beaucoup de ressources, s'est organisée pour que les employés appellent toutes les personnes de plus de 70 ans à tous les jours, s'assurer qu'ils aillent et qu'elles aillent bien. On a fait des levées de fonds, des petites activités comme du patinage à distance, et ainsi de suite. Il y a comme un équilibre entre chacun est chez soi. Soit dit en passant, il y a quatre églises dans mon petit village. Pour 3300 habitants, c'est quand même pas pire. Trois protestantes et une catholique. Alors, c'est comme plein de petites communautés, chacun chez soi, mais chacun s'entraide en même temps. Mon voisin le plus proche est à 500 mètres, à un demi-kilomètre. Celui qui s'est occupé de ma mère avant qu'elle meure, là où j'habite présentement. J'ai hérité de la maison. Pour moi, c'est ça l'idéal. On a chacun notre petite vie de famille individuelle. On fait ce qu'on veut. Mais en même temps, on s'entraide puis on serre les coudes quand c'est possible. Puis on fait des projets communautaires, comme on a des jardins et un marché fermier annuel qui est tout à fait bénévole. Là. Il n'y a rien à profit là-dedans. Mais il y a aussi des fermiers assez riches qui font leur business dans le village. Moi, c'est ça. L'idéal, c'est un peu cet équilibre-là. T'sais. Pas dans un sens extrême ou dans l'autre. J'ai l'air bien centriste en disant ça, mais je le suis, je dois l'avouer. Faute avouée à moitié pardonnée, Yannick. Prochaine question. Maxime, alors. Merci, Monsieur Marcel. Merci à vous. Il faudrait allumer votre micro, monsieur alors. Bonjour, je suis technicien en administration au CIUS-MTQ, également étudiant à l'UQTR. Je voudrais savoir, que pensez-vous de la fusion des systèmes de santé au Québec, des missions sociales différentes qui deviennent des micro-entreprises en rapport avec le temps, objectif et l'organisation du travail qui est de plus en plus quantitative? Eh mon Dieu,
je vais dépasser très rapidement mon seuil de compétences pour répondre très précisément à votre question, pardon, parce que il y a vraiment des éléments là, que je ne maîtrise pas. J'entends tout ce que vous me dites, tous les mots que vous me dites, mais ça dépasse mes compétences techniques. Ce que j'en comprends très modestement, puis honnêtement, là, c'est le citoyen bien plus que l'économiste qui répond, là, c'est qu'il y a une déshumanisation dans le réseau de la santé qui me semble terrible. Là, je vois dans mon réseau, dans les médias, et ainsi de suite, un peu ce que je dénonce dans mon livre, puis dont on a parlé depuis 1 heure et demie, c'est-à-dire cette valorisation-là de la performance et de la quantité, de la mesure quantitative. Encore une fois, je ne peux pas répondre dans le détail à votre question qui est beaucoup trop précise pour ma compétence, mais j'ai l'impression que vous tous et toutes êtes tellement sous pression puis de faire déshumanisés que nous, comme citoyens et citoyennes, sommes désemparés à vous voir aller. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne peux pas vraiment aller plus en profondeur, malheureusement. Mais c'est une question hyper importante. J'espère qu'il y a des gens compétents qui s'en occupent. Qui s'en préoccupent, en fait. Merci. Prochaine intervention, Madame Saint-Pierre. Oui, bonjour, M. Marcil. J'ai lu une de vos chroniques précédentes là, de 2013 qui s'intitulait « S'immuniser contre les zombies », que j'ai trouvé bien intéressante, puis assez pertinente, même si ça date de 2013, là, par rapport à aujourd'hui, justement. Ma question, parce que dans cet article-là, vous parliez beaucoup du projet collectif, justement, puis de son importance, je pense, peut-être vous me corrigerez là, sur mon interprétation. Est-ce qu'on n'est pas rendu justement là aux zombies avec la crise qu'on vit actuellement? Puis est-ce que le fait qu'on a, dans les dernières années, peut-être avec le libéralisme aussi, beaucoup axé sur l'individualisme plutôt que l'individualité, il est rendu où notre projet collectif, justement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme individus? Autant là, dans ce que vous dites dans votre livre, pour se réapproprier les termes, l'économie et tout ça, notre projet collectif, comment on peut faire comme société pour le retrouver? Mon Dieu, j'ai vraiment écrit une chronique avec ce titre-là, je m'en souviens pas. En fait, les mots que vous avez choisis dans votre question, pour moi, sont super importants entre l'individualisme et l'individualité. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Le premier, l'individualisme, pour moi, est péjoratif et l'individualité est très positif. C'est comme ça que je le présente. On peut en débattre, évidemment. Je pense qu'on a au Québec la chance, et on ne s'en rend pas compte, d'avoir eu un héritage, et je vais peut-être vous surprendre parce que je ne vous connais pas, d'avoir un héritage britannique très fort, où l'individualité est valorisée. Et où l'individualisme était dévalorisé bien avant Mme Thatcher. C'est-à-dire que, vous savez, cette espèce de caricature de là ou du Britannique un peu excentrique, là, qui s'habille un peu drôlement, qui fait peu, mais qui est dévoué à sa communauté. Un peu ce que je disais dans la dernière réponse, là, quand je parlais de mon village, là, dans la avant-dernière réponse, quand je parlais de mon village, c'est-à-dire qu'on fait chacun notre petite affaire. Je peux même mettre un chapeau coloré sur la tête puis danser tout nu dans ma cour si je n'offense pas mes voisins, bien évidemment. Ça, c'est mon individualité. Je choisis ce que je fais, je choisis ma vie. Je veux faire de la peinture, je veux écrire des poèmes, mais c'est ça ma vie que je choisis, c'est mon individualité. Mais je ne suis pas pour autant individualiste parce que j'ai le devoir de contribuer à ma collectivité. Et ça, je pense que c'est un projet politique en soi. Je sais que je tricote un peu autour de votre question, là, mais pour moi, c'est essentiel, c'est de retrouver cet équilibre-là. C'est-à-dire, on peut-tu vivre notre vie comme du monde? Parce que là, on le vit présentement là, à plein d'égards, là, avec la loi 21 sur le voile, la liberté d'expression, la laïcité,
santé, tous ces débats qu'on a au Québec là, depuis quelques années, là, je ne rentrerai pas là-dedans. Là. Mais le nœud de l'histoire, c'est comment peut-on vivre comme individu et comment peut-on vivre aussi collectivement. Et c'est pas moi qui vais apporter cette réponse-là du fond de ma forêt, là, mais c'est la question qu'on doit se poser. Je pense que vous la posez super bien. Moi, je pense qu'on a oublié profondément que les deux peuvent vivre ensemble pour répondre à votre question. Je pense qu'on a oublié que c'est pas une opposition, qu'on peut avoir notre vie libre, aussi excentrique soit-elle tant qu'on fait pas de mal à personne, bien évidemment, tout en étant partie prenante d'une collectivité et d'un projet collectif. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'on a perdu depuis quelques décennies. La question était vraiment intéressante, Mme Saint-Pierre, parce qu'elle a permis de ramener un concept que moi, je n'ai pas croisé effectivement dans ton essai, Yannick, tu n'en fais pas mention, mais avoir écrit là-dessus. Puis ce que tu ramènes à l'avant-plan, c'est vrai que moi, faisant partie de plusieurs groupes militants, nécessairement, on regarde celui qui est un peu plus individuel comme une espèce un monstre, ni plus ni moins, pour certains individus qui sont excessivement à gauche, là, à l'extrême gauche, si je peux dire. Et on oublie qu'on a besoin de cette dialectique-là entre la collectivité et l'individu. Et probablement, entre autres, que cette attitude-là est due à la trop grande présence d'individualisme lié au système dont on a parlé tantôt, néolibéral, qui fait qu'il y a un antagonisme entre les deux thèmes, alors que si on plonge dans la littérature de plusieurs penseurs, bien, ils disent justement que ça prend un équilibre entre les deux pour réussir à avoir une société la plus harmonieuse possible. Fait qu'en utilisant le terme d'individualité, que bien humblement, je n'avais pas croisé dans la littérature, tu amènes une réflexion nettement intéressante. Est-ce que tu aurais une possibilité de nous envoyer les références de m'envoyer ces références de ces écrits-là? Je pourrais les partager. En fait, c'est pas mal le cœur d'un autre de mes livres qui s'appelle L'élan vers l'autre. Okay. Dont le titre reflète un peu ça. Hein, c'est être soi-même et avoir un élan vers l'autre. C'est pas mal au cœur de la réflexion de ce livre-là, qui est en fait un recueil de chroniques là, que j'ai publié. Mais cela étant dit, j'ai rien inventé comme d'habitude. C'est quand même à la base, on parlait de Locke tantôt, c'est quand même à la base de la pensée libérale classique. Locke est dans une moindre mesure Hume, mais Locke et Smith ont quand même pensé ça. Je veux dire, on doit donner tout l'espace de liberté à chaque individu pour qu'il puisse se réaliser avec les autres. Et c'est en ce sens où je disais, en réponse à cette belle question, que je me sens libéral, au sens très philosophique et classique du terme. Mais bref, c'est ce que j'ai élaboré. C'est pas dans le livre dont on parle aujourd'hui, mais dans l'autre qui s'appelle L'élan. Merci. Un collègue de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Pierre Gratton. Judith avait sa main levée avant, Stéphane. Oui. T'es la seule main que j'ai de lever sur mon... Okay. Non, mais c'est parce que je ne savais pas comment la lever de manière technologique. Je l'ai levé en vrai. Okay. Je vous cède la parole après Pierre. C'est bon? Merci, Pierre. Dans le fond, moi, ce que je me demandais tantôt, vous avez parlé de suite à l'épidémie qu'il y aurait un party. Là, dans ma tête, moi, le party ne serait pas trop long. Fait que je me demandais, vous estimiez ça à combien de temps environ? Puis aussi, je me demandais, dans votre livre, vous avez écrit de réduire la taille de l'État. Je me demandais si vous vouliez dire de baisser les services. J'ai écrit de réduire que je souhaitais la réduction de la taille de l'État, je ne pense pas. Non, vous avez affirmé qu'il y aura un court moment de OK. Et qu'après ça, viendra la réduction de l'État. OK, pardon. J'avais mal compris. Pour la durée, honnêtement, là, je l'ai dit tantôt, il ne faut jamais se fier à un économiste pour prévoir le futur. Puis je ne le dis pas en boutade, j'en ai aucune idée, sérieusement. Là. On ne sait pas ce que Imaginez-vous, là,
On est on est le 22 janvier 2021. Imaginez-vous, le 22 janvier 2020, on avait-tu idée qu'on serait rendu là? Aucune idée. Fait que, je sais pas, je sais honnêtement pas pour le dire. Alors, pour ce qui est de la mécanique, d'une espèce de retour à l'austérité, ça, je pourrais m'avancer un peu plus parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans les dernières décennies. C'est-à-dire que on réduit pas tellement la taille de l'État. Ça veut rien dire en quelque part aussi, hein, réduire la taille de l'État. C'est qu'on pelte à l'extérieur des services publics des responsabilités étatiques. Et notamment, ça a été, je pense, le grand accomplissement, malheureusement, du gouvernement Laitao vers les organismes communautaires. Hein? On s'est dit, nous, on gère les problèmes d'itinérance, de gestion de la pauvreté, les banques alimentaires, blablabla, tout ce qui est service de base là, pour les plus démunis, on envoie ça dans les fondations privées, dans les organismes communautaires, on leur donne une coupe de pinottes, puis débrouillez-vous, nous, on s'en lave les mains. C'est ça qui risque d'arriver, d'après moi. J'espère me tromper, pour être honnête, là. J'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'on va avoir la continuité de ça, pas la continuité, mais le retour de ça. C'est-à-dire qu'on va juste se débarrasser de nos responsabilités collectives vers les organismes communautaires. Ça pourrait-tu aller vers la privatisation? La privatisation. Ben, c'est une forme de privatisation. Hein. C'est pas parce que c'est des organismes communautaires, donc pas à profit. Hein. C'est pas des organismes sans but lucratif, mais c'est quand même une forme de privatisation. J'ai rien contre les organismes communautaires, c'est pas le point. Là. Je veux dire, c'est un désengagement vers une organisation qui n'est pas publique. Là, elle est sans profit, mais c'est quand même le privé. T'sais. Heureusement, c'est sans profit. Déjà ça. Merci. Madame Cossette, je pourrais vous donner un conseil pour l'espace-temps du party. La SAQ, c'est un service essentiel jusqu'au 8 février. Donc, allez acheter des bouteilles. Comme ça, si jamais le party arrive, vous allez être prête. Monsieur Gratton. Merci, Stéphane. Et merci, M. Marcil, pour d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est bien apprécié. Je pensais être un peu, comment dirais-je, je pensais être un peu surprenant avec ma question, mais là, vous venez d'y toucher avec votre dernière réponse. Je me demande si, parce que vous avez parlé tantôt hein, de l'ère Reagan puis l'ère Thatcher, puis je me demande s'il n'y a pas justement un lien à faire avec ça. Donc, les trois écoles de l'économie sociale ou de l'entrepreneuriat social, l'école nord-américaine, qui justement fait exactement ce que vous venez de mentionner, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à justement ces politiques publiques-là ou bien est-ce que ce n'est pas tout simplement le capital qui a décidé de se réapproprier une partie des responsabilités qui étaient dévolues à l'État-providence pour pouvoir justement contrôler ou avoir un meilleur contrôle sur le capital, puis comment est-ce qu'elle allait aider la société à leur façon et non pas à la façon que la majorité peut penser. Ça, c'est ma première question, puis j'en ai une deuxième après. C'est une question complexe, mais j'y répondrai de façon peut-être un peu simpliste, moins simplement. Pour moi, l'ennemi dans ce que vous décrivez, c'est les fondations privées. C'est pas les organismes sans but lucratif ou l'organisme communautaire, point de la vue. C'est excusez, je pourrais dire des mots d'église, fondations privées qui accumulent une fortune à l'abri de l'impôt. Parce que, tu sais, on parle souvent des paradis fiscaux, on pense aux Bermudes, aux Bahamas, c'est ce genre de choses-là. Non, les paradis fiscaux sont à Montréal et à Toronto. Là. Donc, chez nous. Ce sont les fondations privées qui accumulent des fortunes et qui s'approprient des pouvoirs d'intervention dans la sphère sociale
je vais avoir de la misère à ne pas le nommer, là, mais notamment avec l'aide à la petite enfance, là, et qui reçoivent même de l'État, pas juste du privé, mais de l'État, des millions de dollars, et que là où l'État se désengage, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que c'est le capital? C'est à tout le moins une logique capitaliste qui est vraiment articulée par les fondations privées, qui est accotée par des fiscalistes de haut niveau. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental pour notre cohésion sociale, parce que tu as là des fondations qui prennent beaucoup de place dans certains quartiers, dans certaines communautés, mais pas dans d'autres qui sont complètement absents. Je vais donner un exemple bien simple. Hein? On parle d'itinérance, par exemple, au centre-ville de Montréal. C'est au Québec, là où le problème est le plus criant, même s'il existe ailleurs. Et c'est là où on met le peu de ressources, vraiment le très peu de ressources qu'on a, on le met au centre-ville de Montréal. Correct. Longueuil, deuxième endroit où il y a le plus d'itinérance à Montréal. Troisième, Laval. Mais on ne voit pas ça. On pense que Longueuil puis Laval, c'est clean, c'est des petites banlieues avec le petit gazon bien tondu, et ainsi de suite. Et donc, il y a zéro ressource. Il y a zéro organisme comme ça. Je caricature, on s'entend, il y a des ressources, là, mais c'est disproportionné. Déjà que c'est famélique au centre-ville de Montréal. Dans ces banlieues-là, c'est quasiment inexistant. Donc, ça pour dire que il y a une concentration qui n'est peut-être pas celle du capital, mais qui est celle d'une logique symbolico-politique, sociologique, machin chouette, qui passe beaucoup par ces maudites fondations qui sont pour moi un truc qu'on devrait combattre très, très profondément. Et qu'est-ce que fait Brigitte Alpin, par ailleurs, hein, qui est cette grande fiscaliste qui s'oppose à toutes les formes d'évasion fiscale. Deuxième question, Pierre. Et, on a établi tantôt qu'on ne savait pas de quoi on parlait quand on parlait de taux de chômage. Nous ne sommes pas des économistes. Mais je me suis mis à penser, moi, le taux de chômage, la façon qu'il est calculé m'importe peu. Le taux de chômage d'aujourd'hui ne me dit absolument rien si je ne connaissais pas le taux de chômage le mois passé, puis le mois d'avant, puis le mois d'avant, puis il y a 1 an, puis il y a 2 ans, puis il y a 3 ans. Donc, mon interprétation du taux de chômage, je le fais par rapport à une expérience que j'ai. Est-ce que le fait que je ne comprenne pas comment ce qui est calculé fait faire en sorte que j'ai une mauvaise lecture du taux de chômage? Oui. Okay. Je pense que vous avez une mauvaise lecture pour la raison suivante. Je suis d'accord avec la prémisse que la dynamique dans le temps, c'est ça qui compte. Hein? Que ce soit le double aujourd'hui qu'il y a 1 an ou l'inverse, c'est effectivement ça qui compte. En revanche, ne pas comprendre, c'est ne pas savoir comment on le calcule, fait en sorte qu'on peut mal l'interpréter. On va rester sur ce cas-là bien précis. Le taux de chômage est calculé sur le nombre de personnes qui n'a pas d'emploi, qui en cherche un et qui est apte à en occuper un. Hein? Pour être chômeur, il faut répondre à ces 3 qualités-là. Donc, ne pas avoir d'emploi, en chercher un et être apte à en occuper un. Prenons juste le 3e élément, être apte à en occuper un. Ça se peut que vous soyez une partie de la population qui soit du jour au lendemain, mais pas du jour au lendemain, mais sur une certaine période, plus apte à en occuper un. Pour plein de raisons. Personnelles, de maladie, mais ça, c'est relativement stable dans le temps, mais ça peut être aussi parce que le marché ne veut plus vous en offrir un, parce que vous ne correspondez plus aux normes du marché du travail. La deuxième catégorie, ne pas en chercher un. Vous êtes un chômeur découragé, hein, c'est une catégorie sociologique. Vous arrêtez de chercher un emploi. Vous n'êtes plus dans les chômeurs. Donc, vous ne faites
plus partie de ce que les économistes appellent la population active. Alors, vous voyez, là, je viens d'introduire 3-4 concepts qui font en sorte que le 6,7 % dont je parlais tantôt, il doit être compris. Même s'il évolue dans le temps, il peut évoluer de façon complètement différente. Par exemple, dans une crise économique comme celle qu'on a vécue en 2008-2010, il y a un paquet de monde qui se sont retirés du marché du travail. Donc, ne cherchaient plus d'emploi, donc n'étaient plus chômeurs. Et là, il faut utiliser d'autres références, d'autres données pour dire, attends un peu, là, on a échappé, je dis n'importe quoi, là, 5% de la population qui a arrêté de chercher un emploi parce qu'elle regarde ce qui se passe, puis mon dos est découragé. Et là, il y a une catastrophe qu'on ne voit pas, si on ne calcule pas ou si on ne détaille pas ces données statistiques-là. C'est ça mon avertissement. Est-ce que je rebondis sur votre discussion que vous avez actuellement? Est-ce qu'on pourrait penser que durant cette crise sanitaire-là, justement, il y aurait une proportion importante de gens qui se sont retirés du marché de la recherche d'emploi, qui fait que justement ce pourcentage de chômeurs-là est plus bas que dans les faits le nombre d'employés potentiels qu'il pourrait y avoir sur le marché? Complètement. Je ne veux pas m'avancer sur les chiffres, j'aurais dû les prendre en note pour vous. Mais je sais qu'au printemps dernier, il y a eu un paquet de monde qui se sont retirés de ce qu'on appelle la population active. La population active, c'est les travailleurs puis ceux qui cherchent un job. Et il y a une chute drastique parce que, je sais, il n'y avait plus de job. Là. Les restaurants sont fermés, les commerces sont fermés, les usines sont fermées. C'est à nouveau le cas de façon moindre. Alors oui, le taux de chômage dit peu de choses, ou en tout cas, ne raconte pas toute l'histoire. Et encore une fois, là, on pourrait retrouver les chiffres là, très, très, très facilement. Je ne les ai pas en mémoire. Mais dans des situations comme ça, ben, tu te retires du marché. Moi-même, ma job, c'est je gagne ma vie en donnant des conférences. J'en ai donné fuck all des conférences le printemps dernier. C'est ma grosse saison. Mars à juin, là, c'est ma grosse saison. Tous les congrès ont été annulés. Et je me suis retiré du marché de l'emploi, puis je ne pouvais pas en chercher une job, il n'y en avait pas, parce que je suis un conférencier. Donc, oui, c'est la réalité de milliers de Canadiens et de Canadiennes, et c'est pour ça que, pardon, il y a eu la PCU, puis toutes les autres mesures de soutien, parce que on s'est retiré du marché de l'emploi, et oui, le taux de chômage est monté quelque chose de mémoire à près de 20 mais si on tient compte de taux d'inactivité, c'était beaucoup plus grand que ça au printemps. Merci. C'est notre cas à nous, Stéphane et moi. Hein, régulièrement, l'été, on est supposément inactif parce qu'on ne reçoit pas de salaire, mais effectivement. Ben oui, c'est ça. Mais vous n'êtes probablement pas chômeur parce que vous ne cherchez pas un emploi. En plein ça. Exact. Voilà. Je vais prendre deux dernières questions parce que c'est déjà généreux. On est rendu à pratiquement 2 heures de rencontre. Je vais prendre M. Gentil et Mme Cossette. Tiens, Mme Cossette, je vais sauter. Je vais laisser la parole à M. Desrochers comme il n'a pas eu l'occasion d'intervenir encore. Donc, ça va être les deux dernières interventions. On y va. Bonjour. Merci encore. C'est très intéressant, votre conférence. Au fait, moi, je réfléchissais par rapport quand vous avez dit à l'importance des mots, comme le capital, les taux, les ressources, tout ce qui est, comme on va dire, quelque part caché derrière ça, que normalement, on n'accorde pas d'importance. Mais vu que ces termes-là, comme c'est, on va dire, populaire dans notre société, c'est utilisé dans la société et même dans le monde universitaire. Donc, moi, personnellement, si ce n'est pas ce cours qui m'a fait pour que le prof Stéphane a apporté cette réflexion-là, j'allais le prendre tel quel, on va dire les vraies choses. Donc, moi, je me demande, vous, en tant que tel, comme vous avez parlé de collectivité, et par rapport à tout ce qui avance et qui est, on va dire, sous-entend par rapport à ces mots-là, comment vous voyez qu'on peut changer la tendance pour aller vers cette collectivité où tout le monde, même en étant individuel, pense à l'autre comme vous voulez, comme vous avez dit? Oh mon Dieu, c'est une vaste question, hein? Vaste programme.
Mon message dans mon petit livre, et pour répondre à votre question, là, qui veut répondre à votre question, en fait, c'est réapproprions-nous ces termes-là. Réapproprions-nous le langage. Nous avons le droit et le devoir comme citoyennes et comme citoyens de réapproprier ce langage-là et de le mettre de l'avant. Hein? Donc, la discussion un peu technique que je viens d'avoir à propos du taux de chômage, là, en est un exemple. Hein? Comprenons ce que les mots veulent dire, pardon, et mettons de l'avant le sens qu'on veut leur donner. Hein? Vous voulez parler de collectivité, vous voulez parler de projet, vous voulez défendre les plus démunis, vous voulez défendre l'entrepreneurship, vous voulez défendre l'entreprise comme agent de changement. Mais utilisons les termes et travaillons le langage. C'est un peu ça mon message finalement. Tu sais, c'est travailler le langage pour en faire quelque chose de constructif parce que on, entre guillemets, nous a dépossédés de ce langage-là et il est devenu en grande partie destructif. À tout moins celui que je dénonce. Hein. Et je pense qu'on a la capacité à changer les choses en se réappropriant le langage. Encore une fois, c'est un vaste programme, évidemment. Là. Je fais ressortir de M. Marcil le terme donner un sens au langage. Et de mon côté, je dois vous dire, M. Gentil, c'est très difficile de le faire, mais à partir du moment où on s'impose cet exercice-là, par exemple, dans mon cas, je cherche à utiliser beaucoup plus travailleurs et travailleuses parce que quand on utilise le mot travailleur, il y a du travail derrière. Donc, ce n'est plus l'objet, l'employé qui est une ressource ou peu importe, qui est matériel, mais plutôt quelqu'un, un individu qui génère un travail. Et j'utilise encore employé, malheureusement, encore ressources humaines, malheureusement, mais tranquillement, en changeant notre vocabulaire, ça fait aussi qu'on a un impact autour de nous dans ces petits gestes-là qui ne demandent pas non plus un effort incommensurable. Puis je pense que c'est un bon début. Stéphane, juste une petite anecdote personnelle comme consultant. J'ai été devant un conseil d'administration d'une branche, d'une division d'une grande société financière canadienne et on utilisait le mot ressources humaines. Puis là, je ne sais pas pourquoi, il y a une bulle au cerveau qui m'est passée. Puis je dis, ah non, pas encore ressources humaines. Si maintenant avec ressources minières, un coup parti, vous pouvez-vous parler d'humains, puis de travailleuses, travailleurs? Moi, j'étais un petit cul là, de 34 ans, peut-être. Là, puis le conseil d'administration, tous ces bonhommes-là, là, ils sont reculants. Oh, okay. Ils n'ont plus jamais utilisé le mot ressources humaines, ni capital humain. Okay. C'était travailleuses et travailleurs. Les mots ont leur sens. Belle anecdote, très belle anecdote. Merci. Monsieur Desrochers, vous avez l'honneur de conclure cette période de questions, donc je vous cède la parole. Merci. D'entrée de jeu, là, en début de conférence, vous avez mentionné que l'économie devrait être plus modeste, qu'on lui donne beaucoup trop de prétentions. C'est quoi, de votre point de vue, là, où devrait se situer l'économiste ou la science économique actuellement? Est-ce que vous la voyez plus, vous souhaiteriez plus qu'elle soit comme conceptuelle d'un plus haut niveau, plutôt que d'un outil qui semble, selon vos dires, être un peu trop traîné, galvaudé là, dans tous les bulletins de nouvelles là, en parlant de chômage et d'autres termes très techniques? Deux choses. Premièrement, je pense que j'en appelle, puis je me répète, là, John Maynard Keynes, en 1936, disait la même chose. On devrait être plus modeste. Avec des techniciens là, comme le sont d'autres spécialistes de d'autres disciplines en disant ben, voici les données, puis faites-en ce que vous voulez, parce qu'après ça, c'est la démocratie. C'est les jeux politiques qui vont décider. Nous, on est là pour vous donner les données. Et donc, on ne devrait pas, à mon sens, mais c'est un peu idéaliste, bien évidemment, là, être présent comme on l'est dans les institutions publiques, parce qu'on est hyper présent. Je veux dire, le premier couloir d'emploi pour un jeune économiste, c'est être au ministère des Finances qui rédiger des politiques publiques. Ça ne devrait pas être là. Ça devrait être, oui, il peut en avoir, mais
voici mon analyse de l'industrie de la patate ou de topinambour, puis monsieur ou madame la ministre, vous décidez de ce que vous faites avec l'industrie de la patate ou du topinambour. Vous comprenez? C'est pas moi, comme économiste, qui va vous dire que c'est bon ou que c'est pas bon. Deuxièmement, dans l'espace public médiatique, et là non plus, c'est des vœux pieux, je ne comprends pas pourquoi nous sommes aussi présents. Je veux dire, j'ai des amis anthropologues, j'ai des amis biologistes, et ainsi de suite, qui sont jamais dans les médias, alors que moi, j'y suis toujours. Ça n'a pas de sens, là. Pourquoi je suis plus intéressant qu'un anthropologue ou qu'un biologiste? Je dis pas que mon métier ou que ce dont je parle n'est pas important. C'est important, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein? Ça fait 25 ans que je le pratique. Mais ce que dit une ou un spécialiste de la biologie, de l'astronomie, de l'anthropologie, je ne sais trop quoi, est tout aussi important. Et même, je dirais, d'autres disciplines des sciences sociales qui devraient nous éclairer sur des enjeux très criants de notre société, comme le racisme, la discrimination, les inégalités, ainsi de suite. Et c'est toujours les foutus économistes qui ont le crachoir. Et ça, je trouve ça très problématique parce qu'on nous accorde un rôle beaucoup trop important par rapport à notre capacité à comprendre les choses. On devrait être, je reviens à la première partie de ma réponse à votre question, on devrait être très modeste parce que on ne comprend pas grand-chose, honnêtement. Parce que c'est un monde complexe, tout simplement. Très bien, merci. Merci beaucoup, Yannick. Ça a été agréable de discuter avec toi de plusieurs enjeux. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Les passagers clandestins, métaphores et trompe-l'œil de l'économie, publié aux éditions Somme Toute. Un ouvrage très intéressant pour pousser la réflexion plus loin. Tu nous as mentionné aussi que tu avais publié L'élan vers l'autre. C'est bien ça le titre du livre? Oui. C'est chez le même éditeur, si je ne me trompe pas, là, il me semble avoir vu ça, qui est une collection de chroniques que tu as publiées dans l'Itinéraire, qui est un journal qui vise à aider les personnes en situation d'itinérance. Donc, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur ça. Et en terminant, dans cette période où on a du temps pour réfléchir, c'est vraiment apprécié de pouvoir justement bénéficier de ces connaissances-là, puis de ces interrogations-là. J'ai beaucoup aimé, honnêtement, ton humilité à nous dire, ben, regarde, ça me regarde pas, mais je n'ai pas les compétences ou je ne peux pas répondre directement aux questions, puis dans un même temps, de répondre assez concrètement à des questions qui pouvaient pouvaient te mettre un petit peu dans le coin. Donc, c'est apprécié. Je ne suis clairement pas un libéral, fait que je serais curieux d'aller prendre un café un jour quand François Ier nous aura autorisé à prendre un café ensemble. Je serais curieux de prendre un café avec toi pour qu'on puisse débattre peut-être de nos positions idéologiques au niveau politique. Donc, c'est une invitation que je te lance. Ça serait avec grand plaisir, puis avec toute la gang, en fait, qu'on puisse se voir en vrai pour une fois. Un grand merci, ça a été un plaisir. Parfait. Bien, bonne journée. Hein.